La maison aux 52 portes de Évelyne Brizou-Pellène, lecture du chapitre 5 à la page 32. J'avais choisi au hasard une chambre pas trop décrépite et qui ouvrait sur l'ouest, de manière à pouvoir profiter du jour au maximum. J'avais aéré, tapé le matelas et refait le lit avec les draps que maman avait pris la précaution d'emporter. Mon oreiller, je l'avais aussi. Je ne voyageais jamais sans lui. Il me servait dans la voiture à m'appuyer pour lire, à me réchauffer les mains par temps froid, éventuellement à dormir sur la banquette arrière. À 2 ans, je l'avais baptisé Nounou, et le nom lui était resté. De la fenêtre de ma chambre, je voyais l'arrière de la maison, un espace dégagé qui avait dû être une cour, suivi d'une haie délimitant un autre espace assez grand, envahi par les herbes folles. Quand je redescendis, le hall s'était transformé en une salle à manger plutôt accueillante. La lumière lui arrivait par la verrière de l'escalier, mais, étant donné la couleur du ciel, elle était extrêmement réduite. Un sac de chips était ouvert sur la table, à côté d'une assiette contenant quelques tranches de jambon. « Si j'avais su, dit maman, j'aurais apporté plus de vaisselle. » J'intervins. « On peut en prendre dans le buffet de la salle à manger, il y a des piles d'assiettes. » Ce ne sont pas les assiettes qui manquent, mais l'eau. Je n'ai pas envie d'utiliser, sans la laver, une vaisselle qui n'a pas servi depuis 20 ans. Et malheureusement, le raccordement d'eau a dû être coupé. Mon père se mit à rire. Voilà bien une réflexion de citadine. Ici, il n'y a pas de raccordement à un réseau, pas de canalisation pour amener l'eau de la ville. Ah bon? Fit maman d'un air catastrophé. Calmons-nous, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'eau courante. L'eau est remontée du puits par une pompe électrique, qui marchera lorsque nous aurons l'électricité. Demain, j'appelle EDF, décréta aussitôt maman. Pas question de passer plusieurs jours sans eau ni électricité. La préhistoire, c'était bien, mais il nous faudrait ce qui allait avec. La massue pour assommer l'ennemi, la lance pour tuer le gibier et l'habitat qui convient, un abri bien calé, dos au vent et face à la rivière, qu'il suffise de se pencher pour prendre l'eau. Cette conversation me paraissait extrêmement étrange. Je finis par faire remarquer. Le circuit fonctionne. Dans ma chambre, il y a de l'eau au robinet. Tu rigoles, fit mon père. Non, je t'assure, il y a l'eau courante dans ma chambre. Mais alors, il y aurait plusieurs systèmes. Comment est-ce possible? En tout cas, autrefois, il n'y avait pas d'eau dans les chambres. Oncle Albert aurait fait installer des tuyauteries. Mon père réfléchit, puis quelque chose s'éclaira dans ses yeux. Il y a un lavabo, un robinet? Un minuscule lavabo dans un angle, avec un robinet au-dessus. Un minuscule lavabo en faïence à fleurs, avec un robinet fixé sur une sorte de réservoir également en faïence? Oui, tu vois, tu te rappelles? Oui, laissa tomber mon père, je me rappelle. Il y a cette sorte de lavabo dans chaque chambre. Sauf qu'il s'agit juste d'une fontaine. Une réserve, si tu veux. Et pour qu'il y ait de l'eau au robinet, il faut la verser d'abord dans le réservoir de la fontaine avec un broc. Et il se mit à rire, à rire. Tout de même, dit ma mère qui ne riait pas, il vaut mieux ne pas toucher à cette eau. S'il en reste dans le réservoir, elle doit dater de Mathusalem. Sûrement qu'elle sent mauvais et qu'elle est à moitié croupie. Je m'étais lavé les mains avec cette eau. Elle ne sentait pas mauvais et n'était pas croupie. J'aurais peut-être dû le dire, pourtant je n'en fis rien, comme si c'était inutile. Demain, reprit papa en retrouvant son sérieux, nous irons chercher de l'eau au puits. Nous la remonterons à la force de nos bras. Pendant des siècles et des siècles, jusqu'à un passé très récent, tout le monde était bien obligé de faire comme ça. Eh oui, soupira maman, on fera la lessive au lavoir. Pour la toilette, on versera l'eau dans une bassine avec un broc. Pour la vaisselle, on la fera chauffer sur le fourneau à bois. Ainsi ont fait nos mères et les mères de nos mères. Elle, au moins, avait la chance d'ignorer qu'il pouvait exister d'autres moyens, répliqua maman. Objectivement, ma mère n'était pas faite pour la vie rustique. Cependant, je ne me tracassais pas trop pour elle. Si elle était assez râleuse, elle n'était jamais de mauvaise humeur bien longtemps, et savait s'adapter rapidement. J'étais sûre que ce serait papa qui aurait en réalité le plus de mal, bien qu'il ne le sache pas encore.
De toute façon, il n'y avait pas à s'en faire. Ligne téléphonique pour demander à être raccordé au réseau d'électricité et de téléphone. Ensuite, ça irait tout seul. On va se coucher de bonne heure et demain, les choses s'arrangeront. Papa disait ces mots comme s'il avait pris une décision originale. Mais il fallait bien se rendre à l'évidence. On allait se coucher de bonne heure parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, vu l'absence d'électricité et le noirceur du ciel. Pour commencer, reprit-il, on va remettre la pendule à l'heure. Il se dirigea vers la haute pendule jusqu'à ce qu'elles indiquent 8h moins 10. Puis il ajouta « Vous allez voir ce que vous allez voir ». Il fit jouer la clé dans la serrure pour ouvrir le ventre de l'horloge. « Ah !» lâcha-t-il avec une surprise désappointée. « Il y a bien les poids pour remonter l'horloge, mais pas de balancier. » Ah bon ? Le balancier était apparemment essentiel au fonctionnement de ce genre d'engin. Heureusement, nous avions nos montres, qui, par chance, ne marchaient pas à l'électricité. C'était une bonne nouvelle, et comme le disait maman, il faut toujours souligner les bonnes nouvelles. On chercha aussitôt ensemble d'autres bonnes nouvelles. On était à l'abri de la pluie, en excellente santé. On avait nos valises de vêtements dans la voiture et des conserves pour tenir 3 jours. La tempête allait s'éloigner et on respirait un air pur et vivifiant. C'est alors que, pour la 2e fois, j'eus l'impression d'entendre des bruits de portes qu'on ouvrait et refermait à l'étage. Le vent, sans doute. Je me levai et m'inclinai légèrement devant mes parents. « Père, mère, je suis un peu fatiguée et je vais me retirer. Je vous souhaite une bonne nuit. » Je tournai les talons et tandis que je montais l'escalier, me revinrent en mémoire les mots que je venais de prononcer. Une phrase ahurissante, et pourtant elle m'était venue toute seule. Sur le palier, je profitai du virage pour glisser un regard vers mes parents. Ils hochaient la tête en souriant, pensant sans doute que je plaisantais. « Bien le bonsoir, ma chère fille, dit alors papa d'un ton badin, et que la nuit vous soit clémente. » Si je n'eus aucun mal à m'endormir, mon sommeil fut de courte durée. Quand je m'éveillai, il faisait nuit noire. C'est un bruit qui m'avait réveillé, un bruit sourd, comme si quelqu'un cognait à une porte. Je me redressai sur mon lit. Le bruit avait cessé. Un peu rassuré, je me rallongeai. J'allais m'endormir de nouveau lorsque les coups reprirent et puis un gémissement. Cette fois, je n'osais même pas m'asseoir. Je tentais de me raisonner. Les mots sont très trompeurs. Il suffit de dire gémissement et on voit tout de suite le pire. Je tentai de choisir un autre mot et pour ça, je m'appliquai à écouter de nouveau sans me laisser impressionner. Non. Ce que j'entendais, c'était seulement un gémissement. Je remontai mes draps sur ma figure. On aurait dit que quelqu'un pleurait ou criait. On aurait dit des lamentations. Je ne trouvais pas les bons mots pour l'exprimer, mais je sentais dans mon cœur que cela résonnait comme du désespoir. Et c'est alors que j'entendis autre chose. Un mot. Un nom qui semblait crier de très loin, étouffé par la distance. « Céleste ! Céleste !» J'en demeurai abasourdi. La voix était celle d'un homme. La peur commençait à me tordre les entrailles. Mon prénom, mon vrai prénom, c'était celui-là. Même si tout le monde m'appelait Maïlis, celui qui était inscrit en tête sur les registres de l'état civil était Céleste. Personne ne le savait, sauf mes parents évidemment. Céleste. Je passai une nuit affreuse. Les cris et les gémissements s'étaient tus depuis longtemps, et pourtant, ils résonnaient toujours dans mon crâne. Au matin, je me réveillai glacé. Je n'avais plus aucune couverture sur moi, ni même de drap. Est-ce que je m'étais agité au point de tout faire tomber? Draps et couverture n'étaient pas au pied du lit. Ils se trouvaient à l'autre bout de la chambre.
comme si je les avais arrachés et jetés au loin dans un accès de colère ou de folie. Je les fixais avec appréhension. C'est alors que je remarquai une chose étrange. Sur les murs, il y avait des traces longues que je n'avais pas vues la veille. Elles étaient groupées par cinq lignes côte à côte, qui ressemblaient à des griffures. Si je les avais repérées, c'est qu'elles étaient plus sombres que le papier peint des murs, un vieux papier d'un blanc jaunâtre, plus sombre, un peu rouge. Je luttais contre l'impression qu'il s'agissait de traces de sang, comme si quelqu'un avait griffé le mur jusqu'à s'en faire saigner les doigts.